addictive. Je vais vous permettre également, de faire la distinction entre ce qui relève d'une part d'une conduite addictive et d'autre part d'une addiction. Je commencerai dans quelques instants mon propos par là et puis, je vais dérouler au fur et à mesure, vous le verrez, quelques slides pour vous apporter des points de repère. Points de repère pour savoir, finalement où on en est à l'égard, à la fois de ce qui relève de la consommation de produits psychoactifs, mais également à l'égard, de ce qu'on appelle les addictions dites sans produit. Quand on parle de conduite addictive, il existe 2 grandes familles. Tout ce qui est lié à la consommation de produits, donc on pense, assez classiquement à l'alcool, au tabac, parfois au cannabis, mais on pourrait parler de médicaments psychotropes. On peut parler également d'autres produits, stupéfiants. Et puis l'autre grande famille, c'est ce qu'on appelle les addictions comportementales, qui sont des comportements qui peuvent engendrer à un certain moment, une dépendance. Ça peut être des activités même du quotidien, qui peuvent même plutôt valoriser parfois. Je pense, au sport, on peut penser aux troubles du comportement alimentaire, on peut penser à l'addiction au travail, la dépendance au travail, tout ce qui est en lien avec les écrans, et à minima au smartphone. Donc voilà, je vais revenir un petit peu vous apporter des points de repère, sur tout cela et puis savoir surtout, comment se positionner, comment aborder le sujet. Alors mon propos, il sera surtout sous un angle professionnel dans le cadre de l'entreprise. Maintenant évidemment, les conseils ou les outils ou tous les propos que je vais vous donner pourraient, dans une certaine mesure, s'appliquer également, dans une sphère, privée ou familiale. Ce sont des problématiques ou des sujets qui peuvent, nous concerner tous, de près ou de loin. Pas forcément, en matière, d'addiction, mais aussi peut-être, en tant que parent, en matière de messages de prévention. On verra, peut-être qu'il y aura des questions à la fin aussi, sous un angle un peu plus, élargi. Par rapport à ça, donc je vais vous partager dans quelques instants la présentation que je vous ai, préparée. Comme je le disais à Caroline, je vais être, entre guillemets, «aveugle» quand je vais projeter. Donc n'hésitez pas dans le fil de conversation si vous avez des questions. Peut-être que Caroline pourra me les adresser. Et puis surtout, il y aura également un temps qui sera, plus dédié, sur la fin, comme on le fait classiquement à la fin de la conférence. Sentez-vous vraiment libre, de poser toutes les questions que vous souhaitez, et voilà et j'aurai plaisir à y répondre. Donc je vais vous partager mon écran. Je vous demande juste quelques instants, enfin plutôt ma présentation, que je pourrais envoyer aussi à Caroline, hein, bien sûr, pour que vous puissiez la transmettre, il n'y aura pas de problème. Alors, hop, je vous demande quelques instants, je vais revenir au début. Voilà, normalement vous voyez en grand écran, c'est bon pour vous? Caroline, si vous pouvez juste me confirmer? On n'est pas encore en grand écran, mais on voit vos slides sur le côté, mais c'est pas en mode présentation. Parce que là pour le coup, moi chez moi, c'est en présentation. Alors, ça doit être inversé. Euh, Alors attendez, qu'est-ce que je peux j'arrête le partage, je vais voir. Attendez. Là, c'est mieux ou pas? c'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Hmm. Et ça fait petit du coup ou Non, 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 on voit. là et là, c'est pareil encore? Parce que là, je Ouais. suis Là, on voit, c'est votre affichage à vous. C'est si vous aviez des notes de bas de page, on les verrait. non, j'en ai pas. Parce que là, je suis en mode présentation et moi, ça prend tout l'écran chez moi. Non, mais Heu ça va aller pour lire? De toute manière, ce qui est intéressant, c'est surtout ce que je vais vous raconter. oui. Mais ça va Peut-être aller, juste. ouais? Ah oui, non, vous pouvez pas. Oui, oui, très bien. Ça va aller. Ça ira? OK. Ouais. Hem Voilà, donc je m'appelle Alexis Péchard, je suis addictologue et je suis donc le président et le fondateur, du cabinet GAE Conseil, qui est une structure qui est spécialisée dans la prévention des conduites addictives dans le monde du travail. Et comme vous le voyez, j'ai également publié un ouvrage sur la thématique des écrans, de la grande famille des cyberdépendances, que j'aborderai également, succinctement tout à l'heure. Alors déjà quelques chiffres que je souhaitais simplement partager avec vous, sur, la réalité de ce que ça englobe dans le monde du travail, ces conduites Alexis, je me addictives. permets juste Oui? d'intervenir parce qu'on ne voit pas défiler vos slides. Alors effectivement, il y a un problème. Hmm. Alors attendez, je vais arrêter le partage. Alors attendez, je vais faire autrement.
Partager. Alors, je vais pas faire par l'écran et pas par le support. Hop. Là, c'est mieux? C'est parfait. Là, vous voyez les slides? Ouais, D'accord, très bien. Et en grand, du coup? ouais. Bon, bah, alors voilà. Excusez-moi, je n'ai pas du coup une maîtrise complète de la technique manifestement. Donc voilà, quelques chiffres. Ces chiffres, ce sont des chiffres qui sont issus d'une grande cohorte en santé publique qui s'appelle Constance, qui évalue sur plus de 300 000 Français, en l'occurrence ici des actifs, les comportements et les conduites en matière d'usage, de consommation, ici d'alcool, de cannabis, de médicaments, mais on mesure encore d'autres choses. J'ai sélectionné simplement 3 chiffres et je vous ai remis la source, le QR code, si jamais vous souhaitiez aller retrouver d'autres données plus complètes. 27,5 des hommes actifs connaissent au moins ce qu'on appelle un épisode de binge drinking par mois. Le binge drinking, ce ne sont pas du tout des personnes qui ont un problème avec l'alcool ou qui seraient en situation de dépendance. Le binge drinking, peut-être que vous en avez fait l'expérience ou en tout cas que vous savez ce qu'il y a derrière ce terme, c'est ce qu'on appelle une alcoolisation ponctuelle intense qui se caractérise par une consommation qui serait supérieure à 5 verres en une seule prise. On entend en une seule prise, c'est-à-dire à une seule occasion. Souvent, c'est associé à des after-work ou à des soirées le samedi soir, des soirées privées, et où on va être amené à consommer en une seule prise, à une seule occasion plutôt, au-delà de ces repères de ce qu'on appelle les repères de consommation. En matière de cannabis, c'est 6 des actifs qui consomment du cannabis au moins une fois par semaine. Quand on parle de cannabis, on parle bien de la molécule de THC, produit encore pour le moment stupéfiant en France. Je ne parle pas du CBD. En matière de médicaments, c'est 4 de la population active qui a eu au moins un mésusage d'anxiolytiques dans l'année. Un mésusage, qu'est-ce que c'est? C'est un usage non conforme à une prescription médicale. C'est-à-dire que vous ne respectez pas la dose ou en tout cas la prescription telle qu'elle vous a été faite par votre médecin traitant ou un spécialiste. Ici, c'est vraiment sur les anxiolytiques, ce sont les médicaments psychotropes les plus consommés. Voilà, quelques points de repère. Je voulais également partager avec vous, sur pourquoi ou quelles seraient ce qu'on appelle les fonctions, de l'usage de ce qu'on appelle les SPA. SPA, substances psychoactives, donc ce qu'on appelle les produits, hein, c'est, qu'ils soient licites ou non. 4 grandes fonctions ou qu'est-ce que l'on vient rechercher, pour être plus exact, dans la consommation de ces produits quand on est dans un cadre professionnel. Ce sont, des travaux qui sont issus de plusieurs sociologues. Je vous ai remis également la source et la publication qui est également accessible en libre accès sur internet. Première fonction, c'est pour s'anesthésier ou pour tenir, soit sur un plan physique ou sur un plan psychique au travail. Deuxième typologie de recherche, plutôt pour se stimuler, s'euphoriser, se désinhiber. À chaque fois, quelle que soit la typologie de fonction, en matière d'usage, de consommation, on vient rechercher plutôt tel type de produit plutôt qu'un autre. L'exemple type, c'est, pour s'anesthésier ou tenir, calmer la fatigue, un ennui, une douleur, une angoisse, on va penser à des produits comme l'alcool ou le cannabis. Pour se stimuler, s'euphoriser, on va penser à des produits, comme le tabac avec la nicotine, mais on pense également à de la cocaïne ou encore à d'autres produits. Récupérer, troisième grande fonction, se détendre, redescendre après une activité, se mettre un petit peu dans une bulle, décompresser, par rapport à une situation de stress, qu'elle soit d'origine, professionnelle ou personnelle. Et ça peut être également pour s'intégrer, s'insérer, on est vraiment sur quelque chose de socialisant. Là encore, on peut penser à l'alcool, qui est un produit, en tout cas dans notre pays, d'un point de vue culturel, avec un capital, de sociabilité extrêmement fort. Alors, je vous le disais, j'allais vous amener à faire la distinction entre ce qui relève d'une pratique addictive ou d'une conduite addictive, c'est exactement la même chose, d'une addiction. La pratique addictive, moi le premier, j'en ai, ça englobe le quoi? Ça englobe l'ensemble des pratiques de consommation d'un produit ou d'une activité. Je vous le disais en introduction, il y a d'une part ce qui relève de la consommation d'un produit et d'autre part ce qui relève de la réalisation de certains comportements qui peuvent à un moment donné basculer du côté de la dépendance. On peut donc tout à fait consommer de l'alcool ou avoir un smartphone sans être nécessairement, bien entendu, dans une situation
de dépendance. Alors qu'est-ce qui caractérise une addiction? L'addiction, c'est une maladie, heu, qui est ce qu'on appelle chronique et qui se caractérise par un besoin qui est totalement irrépressible et permanent, chaque mot est important, sur le plan physiologique, sur le plan psychique, de consommer un produit ou de pratiquer certaines activités en dépit des conséquences négatives que cela peut engendrer sur la santé, sur notre famille, sur nos relations professionnelles, sur notre sommeil, et cetera. Donc on va revoir après un peu plus dans le détail, hein, qu'est-ce qui fait addiction? Quels sont ses critères? Il en existe un certain nombre et puis on va voir également que ces critères, il va falloir qu'ils perdurent dans le temps. Là, j'ouvre une parenthèse, on n'est pas, dépendant, à son smartphone, aux écrans, aux jeux ou bien à l'alcool ou au tabac, le lundi matin et puis le mardi on ne l'est plus et puis on serait à nouveau dépendant, le vendredi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'instaure dans le temps et on verra tout à l'heure qu'il faut que les critères que je vais vous donner soient présents pendant une période d'au moins 6 mois de manière consécutive. Donc la pratique, c'est vraiment l'ensemble des niveaux d'usage. On est, probablement, un certain nombre à en avoir à minimum quand on a, un smartphone. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du pathologique et l'addiction, là, on est vraiment dans une maladie chronique. Encore une fois, c'est vraiment cette logique le passage, on peut le résumer également comme ça. L'addiction, c'est le passage d'une dimension de plaisir à une dimension de besoin. Il n'y a absolument plus de plaisir quand on est dans l'addiction. Là encore, je vous ai remis une définition, je passe rapidement, une définition qui est encore en vigueur aujourd'hui, même si elle date déjà de 1990. Première définition un petit peu moderne de ce qu'est l'addiction. L'addiction, c'est un processus dans lequel est réalisé un comportement qui a pour fonction de procurer du plaisir. Il y a toujours cette première dimension au départ. C'est pour ça qu'on pratique, qu'on consomme avant de devenir dépendant. Ça soulage un malaise intérieur plus ou moins important et qui se caractérise dans le temps par son échec répété de son contrôle. Il n'y a plus du tout de dimension de contrôle et surtout ça perdure en dépit des conséquences négatives. Je voulais également vous apporter, sur la dimension des écrans, là encore quelques, 2 définitions. Finalement, on est un peu dans le même registre que ce que je vous ai détaillé tout à l'heure, entre ce qui relève d'une pratique addictive et puis ce qui relève d'autre part d'une addiction. Quand on est sur la dimension des écrans, on distingue ce qui relève d'une part de l'hyperconnexion et ce qui relève d'autre part de l'addiction ou de la cyberaddiction. L'hyperconnexion, c'est quoi? C'est quelque chose qui va venir se caractériser par un temps quotidien, notamment important de connexion, qui serait supérieur à plus de 7h30 et où ce temps écran, c'est le cumul du temps passé à la fois sur des écrans à des fins professionnelles, à des fins récréatives, à des fins d'apprentissage, d'information, quel que soit ce que vous faites sur les écrans, quel que soit le type d'écran que vous consultez ou que vous utilisez, et ce, tous les jours. Si je prends mon exemple personnel, je suis quelqu'un qui est hyper connecté, sur des temps de travail, c'est-à-dire quand je ne suis pas, en vacances ou en week-end, donc du lundi au vendredi, j'atteins, effectivement, ces 7h30. Être hyper connecté ne veut pas dire être en situation de dépendance. Ça n'est pas un besoin. Ça ne veut pas dire qu'il y a des conséquences négatives. En revanche, ça n'est pas totalement pour autant sans risque en matière, de santé mentale et de santé physique que d'être, hyper, connecté. La cyberaddiction, on est vraiment, ici sur, là encore, une maladie qui se caractérise toujours par ce besoin irrépressible de pratiquer l'activité en ligne en dépit des conséquences que cela engendre. Il n'existe pas aujourd'hui, sachez-le, de consensus scientifique qui permettrait de définir un critère de temps passé pour définir à partir de quand un usage des écrans arriverait du côté, pour le coup, de l'addiction. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est la notion de perte de contrôle. Est-ce qu'il y a une perte de contrôle ou pas de l'usage que l'on fait des écrans? Encore une fois, qu'ils soient utilisés à des fins personnelles ou professionnelles. Donc c'est vraiment ça qu'on utilise, je dirais dans la consultation. Je vous partage maintenant une petite vidéo, un petit dessin animé qui va illustrer de manière très simple les grands concepts qui permettent de comprendre, ce que je viens de vous expliquer avec des définitions plus traditionnelles, ce qu'est une addiction. Alors, pourquoi la vidéo ne se lance pas? Ah, attendez. Mmh. Alors,
Je vais aller chercher très rapidement. Je vais prendre une solution de repli. Je vais aller chercher, elle est en ligne sur YouTube. Je vous demande 30 secondes. Je passe juste la pub et je vais vous la mettre. Alors, je vais chercher ça. J'arrête le partage. Inclure le son. Je vais vous la commenter un petit peu au fur et à mesure. Voilà, donc vous voyez un petit oiseau, il voit une boule jaune, il ne s'arrête pas, il tourne la tête, il ne connaît pas. Première expérimentation et on est plutôt sur quelque chose de plaisant en matière de plaisir, tel qu'on vous le décrivait dans la définition tout à l'heure. Donc on commence à voir apparaître les premières conséquences et puis il accroche, ce qu'on appelle sur le plan physiologique, sur le plan psychologique, il court pour reconsommer. Il y a le corps qui se transforme. Quand je vous disais tout à l'heure, l'addiction, c'est vraiment ce passage de la dimension de plaisir à un besoin. On le retrouve ici illustré. On n'est plus du tout, ou de moins en moins, dans la dimension de plaisir. Et on commence à être vraiment sur un besoin qui est effectivement toujours irrépressible, comme je le disais, et où c'est seule la consommation qui est nécessaire pour ne pas avoir de symptômes de manque.
Voilà, ça s'arrête, là-dessus. Alors je vais amener une petite note quand même positive, parce que c'est la fin est, comme vous l'avez vu, assez sombre. Hem, on peut imaginer aussi le côté positif, c'est, la prise de conscience. Le côté sombre symbolise vraiment, on parle de maladie d'enfermement, il y a tout qui s'échappe, l'entourage personnel, professionnel et cetera. Enfin, symboliquement, on peut amener beaucoup de choses. Hem, mais c'est aussi, voilà, il ne reconsomme pas et peut-être que, tout simplement, il a touché le fond et c'est ce qu'on appelle le déclic. J'y reviendrai, tout à l'heure dans la présentation. On a vu également, les concepts d'accoutumance illustrés, dans cette vidéo où, le corps s'habitue et pour retrouver les premiers effets en matière de plaisir, bah, il va commencer à courir, pour aller retrouver. Il recherche vraiment, les effets des premières consommations et où le produit ne fonctionne plus, il n'apporte plus, la promesse qui lui a amené, au début, si je puis dire. Voilà, je vais reprendre, la présentation là où je m'étais arrêté, heu, voilà. Je m'arrête ici, enfin j'irai pas plus loin, sur, ce que j'appelle un peu des éléments de base, et de compréhension sur ce que sont les conduites addictives, les addictions. Je vous partageais juste simplement, une information ici. Si vous souhaitiez avoir, des informations spécifiques, par exemple sur des produits en particulier, n'hésitez pas, il existe, sur le site drogueinfoservice, .fr, vous avez accès à ce qu'on appelle un dictionnaire, des drogues et je vous ai mis le QR code, c'est-à-dire pouvoir retrouver, les types d'effets, les enjeux, les risques, comment ça agit, la durée des traces et cetera, si vous aviez des 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 questionnements, particuliers, par rapport à cela. Alors, je vous le disais tout à l'heure, ce qui fait addiction, c'est la présence, d'un certain nombre de critères. On a des critères qui sont issus, ici, de ce qu'on appelle le DSM-5 qui est une des 2 grandes classifications internationales des maladies, en matière de santé mentale et dans lequel on va retrouver effectivement ce qu'on appelle les critères de définition de ce qui fait une addiction. 11 critères qui vous sont, présentés ici, et où ça va nous permettre de déterminer le degré de sévérité, de la dépendance. Vous voyez que 6 critères ou plus, on considère qu'il y a une addiction et qui est de type plutôt sévère, qui va probablement nécessiter, un accompagnement, probablement en milieu hospitalier. Peut-être si on est sur des produits particulièrement, addictifs qui vont nécessiter un sevrage. Hem et je vous le disais, très important, il faut que ces critères, ils soient présents pendant minimum 6 mois de manière consécutive. Avant cela, on n'est pas encore, dans ce qu'on appelle l'addiction. Je vais pas vous les présenter, peut-être simplement, quelques-uns, pardon. Ce qui est assez caractéristique, c'est, souvent un désir, mais qui reste infructueux, d'essayer d'arrêter ou de réduire sans succès. Si on prend l'exemple du tabac, peut-être qu'il y a des fumeurs ou des anciens fumeurs parmi vous, peut-être que c'est un critère qui vous parle, peut-être que vous avez eu ou vous avez tenté à un moment donné, d'arrêter ou de réduire. Comment ça se passe? Bah, quand on réduit, sa consommation de tabac, vous fumez, 10 cigarettes par jour, vous vous fixez un objectif à 7 ou 8, bah, une des difficultés, c'est que souvent, on va avoir tendance à tirer plus fortement sur ces cigarettes, ce qui va augmenter un pic de nicotine en règle générale et ce qui, à moyen terme, va vous faire revenir à des anciennes consommations, au-delà de toute la sphère, psychologique et autres qui est extrêmement forte quand on parle du tabac. Mais là, d'un point de vue purement physiologique, voilà comment cela s'exprime. Il peut y avoir une augmentation de la fréquence, mais également de la quantité. Mais vous pouvez également très bien associer ça au temps passé, sur les écrans ou sur des jeux ou sur des réseaux sociaux. Augmentation de la fréquence et du temps passé, avec une perte de contrôle, au niveau du temps. C'est le temps passé à obtenir, à consommer, à récupérer surtout, notamment là si on parle, de consommation de produits, tout ça, ce sont des critères effectivement, très importants. Voilà, donc ça vous permet vraiment d'avoir un élément, de cadrage, pour voir, ce qu'est, une addiction. Alors je vais vous partager là encore, je voulais simplement je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un petit témoignage. Ici, c'est le témoignage de Sandra Pinel. Sandra Pinel est une ancienne, dépendante à plusieurs produits. Elle est devenue ce qu'on appelle, patient expert. Elle a suivi une formation spécifique, elle était infirmière. Hem Les patients experts sont des personnes qui sont intégrées, directement
à des structures de soins aujourd'hui. On en retrouve dans d'autres disciplines que la dictologie et ils participent, à l'accompagnement, à la prise en charge, des, personnes en situation de dépendance. Alors je vais vous j'arrête à nouveau mon partage, je vous réemmène sur YouTube dans quelques instants, pour vous montrer et vous partager, cette, petite vidéo témoignage qui dure, 3 minutes. Attendez, je crois que j'ai oublié de partager le son, inclure le son. Voilà. Hop. Ah, je vais vous mettre en grand. Arrête, je fume le paquet, si je bois un verre, je bois le tonneau et si je prends un rail de coke, j'en prends 3 grammes. Moi, j'ai débuté ma vie, oui, on appelle ça la codépendance. J'avais mon papa donc qui consommait excessivement. C'était surtout le week-end où il consommait, beaucoup, beaucoup d'alcool. Alors moi, le tabac, en fait, je l'ai rencontré très tôt, j'avais 11 ans et le meilleur moyen que mes parents ont trouvé, c'était que je fume une cigarette avec eux le dimanche et ça s'est transformé en cigario avec mon père tous les dimanches. C'était finalement le seul échange qu'on avait, apaisé parce qu'à cet âge-là, j'étais beaucoup en conflit avec lui et je supportais pas ses consommations d'alcool. La vraie chute dans les addictions, c'est au décès de mon père, parce que moi, je suis devenue infirmière pour sauver mon père. J'étais en fin de 2e année où mon père était hospitalisé. Il vomissait du sang quand même depuis pas mal de temps. Il y avait eu un ulcère de l'estomac quelques années avant. Mais en fait, c'était un cancer des poumons, mais à un stade très avancé, le dernier stade. Donc, il est décédé très vite après. C'était un échec. J'avais pas sauvé mon père. Et là, je suis vraiment tombée dans des consos importantes de produits. C'était l'ecstasy, la MDMA, hein, la kétamine, du LSD, toujours le cannabis. Ça, il m'a pas quitté le cannabis depuis mes 16 ans. Jusqu'à mes 42 ans, j'en ai énormément consommé. Quand j'ai eu 30 ans, 32 ans, c'était l'alcool, là, qui est rentré dans ma vie, là, de façon quotidienne. J'avais les médicaments aussi. J'ai eu une peur un jour parce qu'en fait, je vomissais moi aussi tous les matins. Et j'avais fini par aller voir un gastro-entérologue orienté par mon médecin traitant qui me fait tout un tas d'examens. Il me dit, bah là, vous avez des lésions au niveau du cardia, c'est le clapet de l'estomac. Si vous continuez comme ça, malheureusement, il risque d'y avoir des soucis plus embêtants. C'est déjà là irréversible, hein. Donc je prends un traitement depuis tous les jours pour ça, hein, pour l'estomac. Je suis rentrée chez moi, ça a été terminé. J'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire. J'ai fait un sevrage sec d'alcool. Il ne faut pas arrêter, oui, brusquement l'alcool sans accompagnement médical avec un traitement court et dégressif pour éviter des crises d'épilepsie, des delirium tremens et puis surtout des phénomènes qui arrivent plutôt à tout le monde, mais c'est les tremblements, les sueurs. On n'est quand même pas très bien psychologiquement. Et avec cette association, j'ai pu faire plein de formations. J'avais une espèce de boulimie de comprendre pourquoi j'étais addict, pourquoi moi, pourquoi pas mon frère. Et j'ai entendu parler des patients experts. Et donc, j'avais pu postuler par le biais de mon association Vie Libre pour faire ce diplôme universitaire des patients experts. On l'appelait comme ça à l'époque. Alors, être un patient expert addiction, donc déjà les prérequis, c'est d'avoir connu un parcours dans les addictions, de s'en être rétabli. Quand j'accompagne des personnes au centre de soins où je travaille d'addictologie, il y a un phénomène d'identification. Parce que je ne vais pas raconter à chaque fois tout mon parcours, mais je vais prendre une partie de ce parcours-là qui peut parler à la personne, où elle peut épuiser des outils, des stratégies. Autant j'accompagne plein de personnes qui ne sont pas prêtes à renoncer aux produits, qui sont dans la réduction de consommation. Autant moi, je sais que je ne peux pas gérer. Si je fume une cigarette, je fume le paquet. Si je bois un verre, je bois le tonneau. Et si je prends un rail de coke, j'en prends 3 grammes. J'ai pas de bouton stop, donc je ne consomme plus. Pour se sortir d'une conduite addictive, il faut monter certaines marches, il faut renoncer à certaines choses, il faut changer des habitudes. Tout le monde peut s'en sortir, mais ça prend du temps. Il faut se laisser ce temps-là, il faut se laisser aider. Mais on peut s'en sortir. Voilà, donc c'est aussi un petit, message d'espoir, c'est toujours, important. Je vais arriver, dans quelques minutes aussi sur, concrètement, comment j'accompagne, comment je me positionne, comment j'aborde le sujet. On est sur des choses qui sont quand même, extrêmement compliquées. On se sent parfois démuni, on ne se sent parfois pas légitime, ça aussi j'y reviendrai, par rapport à tout cela. Voilà ce que je voulais vous partager globalement avec ce témoignage parmi d'autres et où, le rôle des patients experts est aujourd'hui, de plus en plus reconnu.
Nous, dans l'équipe, on a 6 patients experts aujourd'hui, qui interviennent comme ça, à la fois sur de l'accompagnement, du partage, de la sensibilisation et c'est vraiment à travers cet effet miroir, comme l'expliquait Sandra à l'instant, qu'on va parfois, pouvoir déclencher, aussi à un moment donné une prise de conscience, et favoriser, l'accompagnement. Alors je vais vous repartager, je reprends ma présentation. Voilà. Je vais arriver, sur une partie sur laquelle je vais pas vraiment, m'étendre, vraiment pour arriver sur, concrètement comment j'aborde le sujet, je me positionne, quel levier et cetera. Simplement pour remettre, quelques éléments de cadre, étant donné qu'on est, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail. Vous le savez, vous avez un certain nombre d'articles qui s'appliquent et qu'on retrouve dans le code du travail et puis ensuite vous avez tout ce que l'on va retrouver, spécifiquement dans votre règlement, intérieur. Concernant l'alcool, simplement un rappel, ce que l'on retrouve dans le code du travail, aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Le poiré, juste précision, hein, si c'était nécessaire, c'est un cidre qui est, produit à base de poire, ce ne sont pas des eaux-de-vie ou ce ne sont pas, du calva ou autre, hein, c'est bien, un cidre mais, à base de poire. Il est également rappelé, qu'il est interdit d'entrer, ou de séjourner, enfin en tout cas voilà, d'entrer, en état d'ébriété sur, le lieu de travail, dans une emprise, dans une entreprise. Concernant la question de la consommation de médicaments psychotropes, médicaments qui sont, des médicaments de prescription, simplement quelques messages de prévention. Vous connaissez très probablement, ce qu'on appelle les niveaux de prudence, les 3 pictogrammes que l'on retrouve aujourd'hui même sur plein d'autres médicaments, hein, des antihistaminiques, des antitussifs et autres et j'en passe, et absolument pas que sur, des antalgiques forts ou sur des psychotropes. Donc il y a évidemment ces 3 niveaux de prudence en matière de vigilance, ça n'est pas que sur la route, bien évidemment, mais surtout toutes les 3 règles de prudence dans le cadre du travail, qui sont importants de connaître. Les 3 ce qu'on appelle les règles de prudence fondamentales liées à la prise d'un psychotrope et là qui nous concernent tous individuellement. 1re chose, c'est de rappeler à son prescripteur la nature du poste occupé et puis même comment vous vous rendez sur votre lieu de travail pour savoir si ça nécessite éventuellement, une adaptation en matière de dosage, une adaptation en matière d'heures de prise, une adaptation en matière, de modification de molécules éventuelles, et cetera. Est-ce que ça nécessite, si c'est sur du court terme, un traitement pendant 1 semaine, 10 jours, d'envisager un arrêt de travail ou pas? Est-ce que, voilà, donc c'est vraiment le médecin prescripteur qui va pouvoir agir là-dessus. Le médecin du travail, lui, n'agira que, sur, des adaptations éventuelles au niveau, du poste du travail. Quand on est, sur un poste, de sécurité dans une entreprise, l'autre recommandation, c'est également de pouvoir alerter, informer le service de santé au travail et le médecin, si vous n'étiez évidemment pas en arrêt, pour informer que vous avez tel, médicament, tel traitement, actuellement. Ce qui est attendu au niveau de l'entreprise, vous ne pouvez pas, interroger quelqu'un bien évidemment, c'est du secret médical, de demander est-ce que vous prenez un traitement ou pourquoi et cetera. Puis de toute manière, vous ne seriez pas en mesure de répondre, mais en revanche, c'est de pouvoir sensibiliser, sur ces règles et puis la dernière chose, c'est évidemment de regarder ces niveaux de prudence, ces pictogrammes, savoir à quoi ils correspondent et puis, de lire, la notice. En matière de substances illicites, bah, tout est dit dans le nom, illicite. Illicite, c'est pas votre employeur qui décide, que tel ou tel produit serait, licite ou non. On retrouve ça, dans le code pénal. Dans le code de la santé publique, on va retrouver également, toutes les classifications, des produits, et ce qui fait qu'ils sont, licites ou non. En revanche, simplement, je rappelle que rien, n'est autorisé, qu'il s'agisse même si c'est pour une consommation personnelle, qu'il s'agisse d'une détention, qu'il s'agisse, voilà, ça n'est pas que, la production ou la vente, le deal, qui est interdit, mais c'est tout ce qui se rapporte de près ou de loin, à l'usage ou à la consommation de ces produits. Simplement, en cas de découverte, un employeur, sachez-le, est dans l'obligation d'alerter, les autorités du fait du statut illicite. C'est-à-dire qu'on trouve, je ne sais pas, du cannabis, de la cocaïne ou que sais-je, une substance en tout cas qui est suspectée d'être illicite, un employeur se doit, hem, d'alerter, la police ou la gendarmerie pour savoir s'ils viennent. En règle générale, si c'est une toute petite quantité, ils ne viennent pas, et s'ils vous donnent l'autorisation, à prendre, à saisir et à détruire, ce qui a été, trouvé. Vous ne pouvez pas le faire en premier abord.
Voilà les quelques éléments de rappel que je souhaitais partager, avec vous. J'arrive maintenant sur concrètement comment je me positionne, qu'est-ce que je fais en tant que collègue, en tant que manager, vis-à-vis, d'une personne en difficulté. Je vais revenir sur 2 grands cas de figure, si je puis dire, de 2 contextes extrêmement différents. Ce qui relève d'une part d'un état inhabituel et ce qui relève d'autre part, d'une personne qui serait dans une situation plus chronique. L'état inhabituel, c'est un état aigu, et qui se caractérise par des troubles du comportement, et donc ici, je vous rappelle ou je vous donne des éléments qui vous permettent de savoir ce qu'est un état inhabituel. Un état inhabituel, il se caractérise, on dit souvent, par, 1 ou plusieurs signes en plus ou en moins sur le plan du comportement. Quand on dit en plus, c'est des choses qu'on n'a pas habituellement ou à l'inverse, en moins, c'est plutôt des phénomènes de retrait ou des choses qui disparaissent ou qui s'atténuent. Qu'est-ce qui est assez caractéristique? Ça peut être des troubles de l'élocution et du langage, ça peut être, des trous de mémoire, notamment sur de la mémoire immédiate et à court terme. Ça peut être, un phénomène de désinhibition, des changements d'humeur extrêmement rapides, une somnolence ou à l'inverse une suractivité, et cetera, et cetera. Attention, tous ces signes doivent vous faire réagir, notamment si on est sur des et encore plus, je dirais, si on est sur des personnes qui sont, dans des environnements ou sur des postes à risque. Mais quoi qu'il en soit, on se doit, d'intervenir. Alors attention, ces signes peuvent être effectivement liés à la consommation d'un produit, mais peuvent être liés à totalement autre chose, d'origine médicale. Donc ça peut être effectivement un AVC, un malaise, une épilepsie ou plein d'autres choses. Par rapport à ça, je voulais vous l'illustrer avec une situation qui m'est arrivée dans une entreprise, enfin qui m'est arrivée, qui nous a été racontée, dans une entreprise de transport il y a quelques années de cela, où c'était un salarié où tout le monde le savait, qu'il avait un problème avec l'alcool, sous-entendu qu'il était dépendant. Changement de direction de site et la nouvelle direction de site se dit: «On ne peut plus fermer les yeux, on va aborder le sujet en entretien avec le collaborateur». Et ils se disent: «Attendons, un prochain état aigu tel que je suis en train de vous le décrire, pour aborder le sujet avec lui». Étant donné qu'il a un problème d'alcool, ce jour-là ne tarde pas, beaucoup à venir, et donc ce monsieur, que je vais appeler monsieur X, arrive, après, la pause déjeuner en état d'ébriété sur le lieu de travail. Il est retiré de son poste, l'entreprise prévoit via son règlement intérieur de pouvoir réaliser un éthylotest. Le salarié accepte l'éthylotest et dit, non pas qu'il a un problème avec l'alcool, mais il dit: «Ah enfin il est possible», je ne sais pas comment il l'a dit, mais, «Il est possible que je sois positif, j'ai consommé, à midi et peut-être un peu trop». Le test est positif et la réponse de l'entreprise est de se dire: «Bah, attendons déjà, qu'il redescende». Vous le savez, il y a une phase ascendante et puis une élimination qui se fait. Globalement, quand on est sur un verre d'alcool, ce qu'on appelle une unité d'alcool ou un verre standard ou une dose bar, comme on l'entend souvent, c'est à peu près, 20-25 minutes pour avoir le pic d'alcoolisation, dans le sang et puis c'est à peu près 2 heures quand même pour, l'éliminer, 1 heure et demie à 2 heures environ. 20 minutes, 1 heure et demie à 2 heures. Donc, ils ont refait faire des tests pour voir un nouvel, alcotest pour voir s'il était bien en train d'éliminer, avec l'idée que quand il redeviendrait négatif, il pourrait rentrer chez lui et donc de le faire ensuite. La réponse était, un entretien managérial et un rendez-vous, chez le médecin du travail. C'était ça qu'ils avaient en tête. Tout ça n'a pas eu lieu, en tout cas pas de cette manière-là. Au bout d'une heure et demie, ils se sont rendus compte que tous les troubles du comportement, les troubles de l'élocution et du langage notamment, sur le plan physique, il y avait d'autres choses qui alertaient et cetera. C'était certes qu'il était sous l'emprise de l'alcool, certes ce monsieur avait depuis une quinzaine d'années un problème avec l'alcool, mais surtout l'état inhabituel ici n'était pas caractérisé directement par la consommation d'alcool, mais c'était un monsieur qui faisait un AVC. Parce qu'ils ont plaqué ces différents signes, parce qu'ils se sont substitués aux services médicaux. Il y a eu des conséquences irréversibles malheureusement pour ce salarié, parce qu'ils sont intervenus trop tard. L'intervention, c'est quoi? C'est les bonnes pratiques, c'est la mise en sécurité, écarter la personne et puis c'est prendre un avis médical, soit en interne parce que vous avez, un service médical ou plus classiquement auprès du 15, et on décrit ces différents signes. L'appel au 15 a plusieurs objectifs: écarter une origine par rapport à ces troubles et à cette situation aiguë, d'une autre problématique, voir s'ils viennent ou pas. Clairement, s'il s'agit d'une situation exclusivement liée à une consommation d'un produit, ils ne se déplaceront pas. En revanche, ils vous apportent et il faut les relancer, pour savoir quelle est l'orientation qu'ils vous recommandent et ce qu'ils vous donnent. Et la phrase un petit peu clé, c'est de demander: «Est-ce que par rapport à ces différents sites, j'entends que vous ne venez pas, mais est-ce que vous me donnez l'autorisation,
par rapport à ces différents signes, à ce qu'il puisse rester seul chez lui ou chez elle dans le cadre d'un retour par, un taxi ou autre. Donc ça, c'est vraiment, très important. Donc ça, c'est vraiment ce qui concerne l'état aigu, qui peut concerner encore une fois, tout le monde, et pas uniquement une personne en situation, de dépendance, et qui peut être aussi caractérisé ou venir masquer, d'autres problématiques de santé. Maintenant, on va voir ce qui relève de l'état chronique. Donc là, on est vraiment par rapport à quelqu'un qui est dans une perte de contrôle. C'était un des critères que je vous donnais tout à l'heure. Donc là, on est vraiment face à quelqu'un où finalement l'état inhabituel, ce serait qu'il soit à jeun peut-être sur le poste de travail. C'est ça qui serait surprenant. Voilà, on est face à quelqu'un qui est vraiment en grande difficulté et en situation de dépendance. Quels sont les critères ou les indicateurs ou ce qui doit nous mettre un petit peu, la puce à l'oreille? On peut retrouver, une diminution au niveau de l'efficacité professionnelle. On peut retrouver, une diminution en matière de coordination, de rapidité, de précision avec, derrière des erreurs. On va retrouver une perte de motivation, une diminution des réflexes, capacité à réagir, diminution de la vigilance, la mémorisation, de la concentration, de l'absentéisme de courte durée, des retards fréquents, des personnes qui ont des comportements de fuite également, de fuite à l'égard de l'entourage, à l'égard, de l'encadrement. Ils sont partout et nulle part à la fois. Ce sont, des personnes qui se rendent aussi indispensables, mais où par rapport à ce qui est, prévu dans le cadre de leur tâches de travail plus quotidiennes, elles sont un petit peu insaisissables. Voilà, donc c'est un peu tous ces critères. Attention, heu comme pour, l'état aigu, un certain nombre de ces critères, ou quasiment tous, ne sont pas exclusivement liés, nécessairement à une problématique d'addiction. La philosophie, c'est quoi? C'est, d'identifier qu'il y a quelque chose qui a changé et bien souvent quand on me contacte ou quand on contacte un membre de mon équipe, on dit: «Mais moi je suis pas médecin, est-ce que je suis légitime pour observer? Est-ce que c'est pas intrusif également?» Tout ça, on va y répondre dans quelques instants et surtout je leur dis: «Mais finalement, si vous venez me voir, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé». Donc essayez d'objectiver sur comment était la personne avant, comment est-elle aujourd'hui, parce que c'est dans ce décalage que se situe à un moment donné votre inquiétude. Si vous avez un questionnement ou une inquiétude, c'est que objectivement il y a quelque chose qui a changé. Ça peut être sur le plan du comportement, ça peut être sur le plan du travail, ça peut être sur le plan des relations aux collègues, aux autres, et cetera. On n'a pas forcément, tous ces signes, loin de là, mais voilà, il y a quelque chose qui a changé. Donc, vraiment, c'est cette réflexion, cette prise de recul pour venir objectiver, de manière très concrète ce qui a changé. Et donc à partir de là, votre légitimité, elle va s'inscrire dans le fait que: «Je m'inquiète pour toi en ce moment. Tu n'étais pas comme cela avant. Voilà ce que j'observe». C'est vraiment dans ces phrases un petit peu clés, que vous allez pouvoir être légitime pour manifester avec empathie votre inquiétude et commencer à aborder le sujet avec un collaborateur en difficulté. Un collègue également, où vous n'avez pas besoin d'avoir une relation, hiérarchique ou d'encadrement. La question du déni est souvent également quelque chose qui m'est opposé ou qui m'est amené, par des managers, par des collègues, voilà des personnes en tout cas qu'on est amené à former dans l'entreprise et qui nous disent: «Mais finalement, si cette personne elle est dans le déni, donc ça ne sert à rien d'aborder le sujet avec elle». Bien au contraire. Alors le déni déjà, qu'est-ce que c'est? Le déni, c'est un mécanisme, c'est pas que la personne veut vous mentir, c'est vraiment quelque chose qui a une fonction essentielle pour la personne malade. Je rappelle qu'elle est malade, hein. Elle a pour fonction de la protéger, heu, de quelque chose qui est potentiellement, trop envahissant, qui est potentiellement traumatisant, sur un plan essentiellement psychologique. Il se construit également dans nos représentations. Nos représentations, on en a tous. Si je prends l'exemple de l'alcool, je vais vous donner un exemple parce qu'on avait fait un travail justement là-dessus sur les représentations pour tout à chacun. Quand on n'a pas ces définitions que je vous ai données au début, qu'est-ce qui définit pour vous, la dépendance à l'alcool? Dans cette recherche, on avait des personnes qui nous avaient dit: «Bah, finalement, tant que je ne bois pas de la villageoise, tout va bien» ou bien, «Tant que je ne bois pas au goulot, tout va bien». Autre exemple, je repense à un patient, là, j'associe, un salarié que j'ai accompagné il y a quelques années de cela. Première consultation, donc il vient, au cabinet, et en bas, dans mes anciens locaux, il y avait, en bas de l'immeuble, un bar tabac
On avait consultation à 9h, 9h30 le matin. Il rentre dans ce bar avant de venir en consultation et puis, il vient en consultation et il me dit: «Mais vous vous rendez compte monsieur Péchard, dans le bar en bas de chez vous, il y a des gens là déjà le matin, ils sont en train de boire des bières». Et donc je lui réponds: «Mais, et vous, vous preniez un café?» Et là il me répond: «Ah non, 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 moi je prenais du Calva». Et donc on peut, sourire, on peut s'amuser de cette réflexion ou se dire: «Mais il se moque de moi, enfin, qu'est-ce qu'il est en train de me dire?» Oui, c'est de l'alcool, oui, il est 9h du matin et cetera. Heu, Ça, c'est une expression évidente, du déni et de ce qu'il protège. Dans sa représentation, le Calva avait quelque chose de plus noble, ou de plus acceptable, que de la bière. C'est la même chose avec d'autres formes d'addiction. Il va y avoir une acceptabilité sociale sur, certaines formes d'addiction plus que d'autres. Exemple, le sport, le travail sont des comportements, si j'y reviens, qui sont, socialement même valorisés. Si on parle d'alcool, si on parle de chemsex, je vous renvoie vers des faits divers. Vous avez peut-être découvert ce qu'était le chemsex. On en reparle à nouveau, en ce moment avec, l'affaire Pierre Palmade et puis, avec en ce moment un projet d'action de prévention spécifique. Ce sont des choses qu'on ne vient pas raconter comme ça, en matière de pratique, avec, l'acceptabilité sociale n'est absolument pas la même, au même titre que pour de l'héroïne, par exemple. Donc cette fonction du déni, elle a plusieurs fonctions. C'est vraiment, de se protéger, d'images, d'émotions, de représentations qui peuvent être, trop difficiles. Elle préserve également, que le problème n'est pas, lié à l'addiction. On a beaucoup de patients qui nous disent: «Bah, moi je veux bien que vous m'aidiez, mais aidez-moi à consommer comme tout le monde. Ne m'enlevez pas les consommations. Permettez-moi, de contrôler, de gérer». Voilà, donc on est vraiment parfois aussi sur toutes ces ambivalences, sur des débuts d'accompagnement, individuel. Voilà, donc le déni, voilà à quoi il sert pour la personne. Elle a vraiment une fonction dans son équilibre psychique. En revanche, pour l'entourage, gardez à l'esprit que ce n'est pas parce qu'une personne est dans le déni que cela ne sert à rien d'aborder le sujet. Bien au contraire, c'est parce qu'il va y avoir des personnes comme vous et moi, par l'entourage, qu'il va y avoir à un moment donné, ce déclic. Si on revient sur le témoignage de Sandra que vous avez entendu tout à l'heure, probablement, alors c'est un témoignage de 3 minutes et cetera, mais je connais bien son histoire. Il y a eu plusieurs personnes qui ont abordé le sujet avec elle. Et puis il y a eu à un moment donné une conséquence, médicale et puis il y a ce médecin qui lui dit, «Il y a plus de retour en arrière, et il va falloir, faire», je ne sais pas comment il lui dit, mais par rapport au bilan de santé qu'il a fait avec lui, ce gastro, il lui dit: «Voilà, c'est plus possible». Et c'est cet élément-là qui, à un moment donné, finalement, l'ensemble des pièces du puzzle se construisent. Et donc il y a peu à peu une sortie du déni, mais toutes ces étapes-là, parfois ça prend plusieurs mois, plusieurs années et c'est ça qui est excessivement parfois, décourageant ou qui génère de la colère pour l'entourage, qu'il soit encore une fois, professionnel, voire même, j'ai envie de dire, personnel. Évidemment, là, on est sur des mécanismes qui sont totalement les mêmes, qu'on soit dans le cadre de l'entreprise ou pas. Donc gardez à l'esprit que plus vous serez nombreux à un moment donné, plus il va y avoir à différents moments, avec des mots différents, dans des contextes différents, le fait que le sujet est nommé, il va pouvoir exister. Tant qu'on n'en parle pas, il n'existe pas le sujet. Et le malade se dit: «Bah, finalement, ça pose pas de problème, personne ne s'en rend compte, c'est tout à fait normal». On dit souvent dans l'entreprise, la personne dépendante est celle dont tout le monde parle, mais à qui on ne parle plus. Si on parle de déni individuel, on pourrait, j'ai pas prévu de creuser tellement là-dessus, mais on pourrait parler également, du déni, du collectif du travail. Le fait qu'on se dise: «Bah, finalement, ne pas aborder le sujet, c'est protéger la personne, c'est lui éviter la sanction, c'est, oh, il a plein de raisons d'aller mal en ce moment». Et on se conforte, on se rassure aussi, avec cela. On a tous une responsabilité et on a vraiment des leviers pour aborder le sujet et encore une fois, plus on va l'aborder précocement, même si ça n'est pas nécessairement suivi, des résultats que vous pourriez, souhaiter, hem, on va quand même favoriser à un moment donné la prise de conscience et peut-être, l'accès aux soins spécialisés, même si l'espace-temps, n'est pas le même pour vous et pour la personne en difficulté. Aborder le sujet qu'un collaborateur en difficulté, bah, voilà, vous le voyez ici, de manière illustrée, une petite bande dessinée qu'on avait rédigée. C'est cette illustration de 2 personnes qui parlent d'une troisième. Cette troisième, c'est Henri et Henri, bah, il a un problème avec l'alcool, et donc c'est 2 collègues qui en parlent, bah, à la machine à café.
il se questionne: «Est-ce qu'on l'aborde? Est-ce qu'on l'aborde pas? Est-ce qu'on va être dans la délation? Est-ce qu'il va être sanctionné?» Puis après tout, on n'est pas médecin, on n'est pas assistante sociale, donc voilà. Donc c'est vraiment cette idée que je vous ai illustrée tout à l'heure en vous disant, tout le monde en parle. Alors comment on l'aborde? Eh ben, on est factuel. Quand je vous disais tout à l'heure, on vient objectiver ce qui a changé, sur le plan du travail. Vous n'êtes pas là pour poser un diagnostic, vous n'êtes pas là pour vouloir faire avouer, vous n'êtes pas là non plus pour, juger. On est vraiment sur cette philosophie du: «Je m'inquiète pour toi, tu n'étais pas comme cela avant et voilà ce qui est en train de se passer». Et vous allez pouvoir ouvrir à un moment donné une fenêtre de dialogue, même si c'est pas, la première fois, la deuxième, peut-être même la troisième, quatrième, cinquième fois, que ça va fonctionner. Si vous souhaitiez, avoir plus d'informations ou, de l'aide spécifique, il existe un certain nombre de ressources. Vous avez un site internet Addicted dont je vais vous parler dans quelques instants. Addicted, je vous mettrai tout à l'heure le lien, dans le fil de conversation. Addicted, vous allez pouvoir retrouver des échelles, là c'est plus à titre individuel, des échelles d'auto-évaluation, comportement ou consommation, enfin, produits psychoactifs ou comportement, pardon. Donc là, je vous ai mis l'alcool, le cannabis, le tabac, mais vous avez, les écrans, les jeux, tout ce que vous voulez, qui permettent de savoir s'il y a une perte de contrôle ou pas et de prendre de la distance et d'objectiver à un moment donné un comportement. Ça, je vais y revenir dans quelques instants. Je reste sur Addicted. Addicted, plus globalement, est un site internet grand public sur lequel vous allez pouvoir retrouver de l'information, qui est valide, scientifiquement sur, les différentes formes de conduite et puis vous allez pouvoir retrouver également un annuaire, national de l'ensemble des lieux de consultation, à la fois hospitalières, extra-hospitalières, des praticiens en libéral. Voilà, si vous aviez besoin, de trouver un lieu de consultation. Et puis dernière ressource, au-delà de l'information, des autothèses dont je vous ai parlé et de cet annuaire, vous allez pouvoir avoir également accès à un forum, anonyme sur lequel vous pouvez solliciter de l'aide et des conseils, y compris en tant que proche, voire en tant qu'aidant, sur ces sujets-là. Forum qui est modéré par des patients experts comme Sandra, que vous avez vu en vidéo tout à l'heure. En matière de ressources d'aide, également, vous avez, bon, évidemment, les lieux de consultation, je vous en ai parlé à l'instant et vous avez donc, cet annuaire. Vous avez des numéros verts spécialisés, gratuits, que je vous ai remis ici, qui sont thématisés: alcool info service, drogue info service, tabac info service, et cetera. Vous avez des groupes d'entraide, ce sont donc ces mouvements, d'anciens usagers, d'anciens malades, qui se réunissent, et donc je vous ai remis, plusieurs typologies: narcotiques anonymes pour les drogues, Al-Anon, pour l'entourage, mineur ou majeur, l'entourage, de personnes avec un problème d'alcool, Vie libre, c'est pour l'alcool, voilà, donc vous retrouvez, un certain nombre de groupes. Il en existe pour le travail, il en existe pour, les troubles du comportement alimentaire, ce qu'on appelle les outre-mangeurs anonymes. Vous avez également les débiteurs anonymes pour les personnes, sujettes aux achats compulsifs. Enfin voilà, vous avez, toute une galaxie, si je puis dire, de mouvements d'entraide dans lequel vous allez pouvoir retrouver un programme de rétablissement et retrouver également tout un système de parrainage et vous pouvez y aller également en tant que proche. Heu, Dernière information, au-delà, des acteurs relais, RH, prévention dans votre entreprise, vous avez également, de manière externalisée, votre entreprise a souscrit, à un partenariat avec, l'entreprise Responsage, auprès duquel donc vous avez un numéro vert, un numéro qui est gratuit, qui est 100 confidentiel, et où vous allez pouvoir être mis en relation avec, des travailleurs sociaux, qui peuvent, vous accompagner également, par rapport à ces problématiques. Donc je vous ai remis le flyer, spécifique que Caroline m'avait transmis, qui vous représente, ce service. Voilà ce que je voulais, partager, avec vous, aujourd'hui, en matière de contenu. J'espère que ça vous a apporté, les réponses, auxquelles, enfin, que vous aviez peut-être, en matière de questions. Je vais vous partager, le site Addicted comme je vous le disais dans le fil de conversation et puis on va pouvoir prendre, quelques questions. Il est midi, on a démarré avec 5 minutes de retard, donc on peut prendre je pense encore, 5 minutes, si vous avez des questions. Ça peut être des réactions aussi, hein, tout est ouvert. Je vois qu'il y a des choses dans le fil de conversation.
Oui, Dites-moi merci quelles questions beaucoup, ça vous a Alexis. fait. Il y a eu quelques réactions, notamment une personne qui connaissait la vidéo. Ah Je oui, crois que Philippe avait réagi au moment où vous aviez parlé du fait d'en parler entre soi, mais pas de pas en parler à la personne concernée. Finalement, ah il l'a oui. laissé un peu isolé, qui est Ah, effectivement un je dis point. pas que c'est mal, hein. Enfin, il n'y a aucun Non, 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 jugement de non, mais valeur sans jugement. déjà. Il y a aucun jugement de valeur quand je dis ça. Mm. Et c'est même très naturel et c'est même bien aussi déjà de ne pas rester seul. Et c'est quelque chose qui est très. Euh, enfin, voilà, qui est naturel. Moi, le premier, même en tant que professionnel, j'ai été confronté récemment à cette problématique-là pour un proche. Bah, j'en ai parlé évidemment à la personne directement concernée, parce que c'est mon métier, mais j'en ai parlé aussi à d'autres personnes, et y compris de cet entourage partagé. C'est quelque chose de très naturel. Mais voilà, là où je voulais vraiment insister, c'est bon, évidemment de ne pas rester seul, mais c'est de ne pas rester uniquement sur le fait de ne pas aborder le sujet. Comme je le disais, vraiment, on dit souvent en aïtologie, le début du soin commence à partir du moment où le sujet est nommé. Alors le soin pour vous, c'est peut-être l'accompagnement professionnel, effectivement, tel qu'on l'entend classiquement, mais gardez à l'esprit que c'est même déjà en deçà de l'accompagnement professionnel. C'est vraiment très important. Je ne sais pas si dans tous les participants qui sont là, il y a des questions. A priori, non. Écoutez, C'est si d'aventure il y en c'est que j'ai avait, été ou si, précis, alors aussi si complexe le sujet soit-il, parce que ça reste un sujet quand même complexe. Merci pour ce trait conclusif et d'humour, d'être addict à la bonne humeur et la positive attitude. si jamais il y avait voilà, des sujets à remonter ou que certains voudraient partager de manière plus individuelle autour de ces sujets-là, n'hésitez pas à le faire. S'il y avait des questions pour Alexis, je pourrais également lui transmettre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Alexis. Je pense que ce sont des sujets importants à partager, en tout cas de poser les premières pierres autour de ces sujets, montrer que l'addiction et les pratiques addictives, c'est aussi pluriel. C'est pas Ouais. que la boisson et c'est pas que les drogues telles qu'on les connaît. Voilà, donc on ouvre le sujet et je suis ravie qu'on ait pu le faire ensemble. Merci beaucoup pour Merci, l'invitation. merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt et bon appétit. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.